Salut, je m'appelle Eve, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas déjà. Et aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur ma future expédition. Merci déjà de me les avoir posées. Pour remettre dans le contexte, je pars mi-février pour une expédition de 2 fois 10 jours. 10 jours avec mon compagnon Gabriel et 10 jours toute seule, à la fois en Finlande et à la fois en Norvège, bien au-delà du cercle polaire arctique. On sera en autonomie, on dormira surtout en tente. Mais voilà, je vais pas j'ai déjà des questions qui se rapportent à ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette aventure, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je publie le plus régulièrement, disons. Vous pouvez encore participer à ma cagnotte Ulule, ça c'est pour aider au financement du documentaire. Donc ce sera mon premier long métrage et pour ça je vais embaucher des personnes pour faire l'affiche, pour faire la bande son, pour faire l'étalonnage, peut-être des sous-titres en français et en anglais. Enfin voilà, je verrai selon votre générosité pour cette cagnotte Ulule. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et puis le lien va s'afficher aussi là-haut. Merci d'avance et merci déjà beaucoup à toutes celles et ceux qui ont déjà contribué. Et ben voilà, c'est parti. Alors, par quoi je commence Une question de quelqu'un sur Instagram. Son nom de code c'est Little Shady Fox. Comment t'entraînes-tu pour supporter le froid? Eh ben, il y a déjà une première partie de réponse dans ma dernière vidéo, mon bain froid là dans l'eau à 6 degrés. Avant ça, j'avais fait un stage de yoga Tumo, c'est le yoga de la chaleur intérieure, c'est pour essayer de convoquer cette chaleur qu'on a en nous et d'essayer de la diffuser au moment où on en a le plus besoin dans tout le reste du corps. Et en fait, au départ, c'est des pratiques de moines tibétains et de moniales aussi, tibétaines, qui réussissent à réchauffer. Enfin, ils sont assis par terre en plein hiver et ils sont à moitié nus. Ils arrivent à réchauffer des draps mouillés sur eux, tellement ils ont une chaleur intérieure puissante et surtout grâce au fait qu'ils arrivent à la convoquer. Donc c'est assez incroyable et du coup on reprend ces techniques dans le yoga Tumo. C'est des techniques de respiration, c'est des enchaînements de yoga et ensuite c'est de l'exposition au froid. Et au-delà de cette partie-là, un peu magique, et que j'aime beaucoup concernant le corps humain. Enfin, le corps humain, il est capable de faire des trucs magiques et des fois on les explique pas. C'est que ça te met en face de... Bah là, pendant ce stage avec Vincent N, que j'ai prévu d'interviewer, donc j'espère que ça se fera. On se met dans des situations d'hypothermie. Et au quotidien, on n'a pas du tout envie de se mettre dans ce genre de situation. Et surtout pas quand on est en montagne et a fortiori seul. Et donc là, ça m'a permis de voir comment mon corps réagissait face à... quand on a passé... le premier jour, j'ai passé 10 minutes dans un bain à 5 degrés. Et quand je suis sortie, enfin même pendant, j'avais des tremblements. Quand je suis sortie, j'ai bien mis 15-20 minutes à me réchauffer. Parce qu'il y avait une source extérieure de chaleur, mais je sentais que c'était un peu figé, quoi. J'arrivais pas à retrouver ma chaleur juste comme ça, en faisant des mouvements lents. Donc c'était pas facile. Et le lendemain, alors que je pensais que je serais fatiguée de cette expérience, je suis restée 22 minutes. Et quand je suis sortie, évidemment, j'avais encore ces tremblements et j'ai mis encore plus de temps à me réchauffer. Et j'étais vraiment dans une phase de début d'hypothermie. Mais comme on ne risquait rien, parce qu'on était juste à côté d'un endroit chauffé, qu'il y avait du monde, qu'on était en groupe surtout, et que Vincent il connaît bien, il n'y avait pas de risque quoi. Mais voilà, j'ai vu jusqu'où je pouvais aller, j'ai vu comment essayer de me réchauffer, comment réagir en sortant de l'eau. Voilà, ça me donne toute cette latitude. Je me dis si je me retrouve seule à un moment où il fait très froid, là ils annoncent moins 30, et il faut espérer que le ressenti soit pas trop bas, mais c'est quand même... c'est très peu, moins 30. Donc là, la moindre un peu erreur peut être un peu fatale, ou au moins on peut perdre des doigts, des orteils. Donc il faut faire attention à tout, et puis surtout, il faut bien avoir conscience que là, je serais pas en groupe, j'aurais pas de pièce chauffée juste à côté. Pour moi, ça m'a donné confiance. Et c'est ensuite après ça que j'ai fait ce bain dans la rivière de quelques minutes. Sinon, pour en revenir sur la préparation, en fait, je vis dans une maison qui est très mal isolée. Donc, je vis au quotidien des grandes différences de température. Ça peut aller de 8 degrés le matin quand le feu s'est éteint pendant la nuit et qu'il fait froid dehors. En général, c'est plutôt 12 degrés. Mais voilà, tout le matin, je peux bosser à l'intérieur et puis il fait froid quoi. Et puis ça monte progressivement et puis le soir on a quand même chaud, il peut faire 22 degrés, là c'est agréable. Donc c'est pas que je
j'ai pas du tout de chaleur, mais bon, il y a ces oscillations, puis dès qu'on part, et quand on revient, par exemple d'une journée sur les skis, bah, le feu il s'est pas allumé tout seul, donc il fait froid. Donc on est encore à lutter contre le froid pour se réchauffer. Heureusement j'ai de l'eau chaude, je peux quand même prendre des douches chaudes et ça c'est quand même un luxe incroyable. Je pense que ça, le fait de ne pas être tout le temps dans un environnement à genre 19 degrés stable, ça aide aussi le corps à s'adapter. J'ai dormi chez une amie il n'y a pas longtemps et dans un appartement il faisait 19 degrés tout le temps, mais j'ai tout fait. 19 degrés c'est pas non plus hyper chaud quoi, mais vraiment j'en pouvais plus. Première chose que je fais le matin en me levant, c'est d'aller ouvrir les fenêtres et de me mettre dehors sur le balcon alors qu'il gelait. Enfin, le corps il s'habitue quand même. Donc voilà, j'essaye ça. Après je sais bien que passer de nos moins 10 degrés ressentis aux moins 30, ce sera forcément pas facile. Enfin, je ne serai pas assez entraînée, mais parce qu'on n'a pas les conditions adéquates ici. Mais il y a aussi le fait d'aller faire du ski régulièrement et de connaître aussi ces oscillations de chaleur, d'être en t-shirt alors qu'il fait 2 degrés parce que tu es dans l'effort et que ton corps il fait de la chaleur. Et puis dès que tu t'arrêtes, les 2 degrés tu les ressens et là tu te rhabilles. Et donc le corps il est toujours en train de jongler et ce sera la même chose là-bas. Ça, je pense que gérer sa chaleur corporelle et savoir quand s'habiller, se déshabiller, etc., c'est un peu la base. Après, il y a une chose qui, moi, bon, je sais que je pars avec un handicap, c'est que je transpire beaucoup. Dès que je suis dans une situation de stress, qui peut être minime par rapport à plein de choses, mais par exemple le froid, ça va être une situation de stress, ça peut me faire transpirer. J'ai souvent les mains mouillées, tu vois, les pieds trempés, et je me dis, là-bas, je pourrais pas sécher. Donc j'ai pris des gants avec une doublure que je peux faire sécher sur moi la nuit, et qu'ensuite je remettrai à peu près sec le lendemain. Je mettrai des sacs poubelles dans mes chaussures pour éviter que ma propre transpiration n'aille mouiller mes chaussures. Enfin voilà, j'essaye, je prendrai un pull en laine parce que ça absorbe un peu mieux. Et que la laine, quand elle est légèrement humide, elle garde toutes ses propriétés isolantes. Bon, je m'adapte. Mais je sais que je pars avec ce handicap qui sera sans doute pas facile à gérer. Et je vois que les fois où j'ai eu le plus froid en France ou en Italie, là c'est quand les fois où je restais immobile parce qu'on attendait pour grimper les uns les autres et qu'on s'assurait et du coup je pouvais pas bouger et j'étais en sueur et j'avais toute ma transpiration qui se refroidissait, il faisait moins 10, tout était trempé et c'est là où je risque l'hypothermie à chaque fois. Et là je me dis, on ne sera pas dans des efforts faciles, il y a l'effort de tirer la poulka mais normalement c'est pas technique, c'est pas trop vallonné même si ça l'est un petit peu. La première partie, je serai avec Gabriel, mais la deuxième, je pourrais vraiment m'arrêter quand j'ai besoin et essayer de transpirer le moins possible. Et puis dès que je m'arrête, de me rhabiller, etc. Et il n'y aura pas ces moments de latence comme en alpinisme ou en ski de rando où tu es obligé d'attendre en fait. Et où tu n'as pas le choix et t'as déjà toutes tes couches sur toi. Là, quand même, je pars avec beaucoup plus de couches, beaucoup plus de matériel vu qu'il y a la poulka. C'était la première question. Lisa, quelle est ta plus grande appréhension pour cette aventure? Comment t'es-tu préparée mentalement pour mieux supporter les coups durs lorsque tu seras seule? C'est une bonne question. Il y a un moment, j'étais vachement stressée là, et puis maintenant je ne le suis plus. Je me fais confiance, c'est très agréable. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même des appréhensions, notamment je pense le fait que j'arrive pas à faire sécher des trucs et que je me retrouve à avoir vraiment trop froid. En fait, je crois que l'appréhension numéro 1, c'est le froid. C'est le truc le plus dangereux. Tu peux mourir, tu peux perdre des orteils. Donc voilà, ce sera ça ma priorité numéro 1, c'est garder ma chaleur et ne pas me blesser. Et comment t'es-tu préparée mentalement pour mieux supporter les coups durs quand tu seras seule? Ça fait un moment que je suis pas partie seule. Mais en fait, comme je l'ai déjà fait plein de fois, je sais que j'en suis capable et qu'en fait, j'apprécie ça et que j'en ai besoin. Donc en fait, j'ai plutôt hâte. J'ai les ressources pour m'en sortir. J'ai de quoi appeler les secours aussi, évidemment. Et puis quand j'ai un coup dur, moi, je demande de l'aide. Je demande de l'aide à mes anges gardiens, à la nature qui m'entoure. Et en général, je reçois cette aide. Donc je me fais pas trop de soucis. Je pense que tout ira bien. Zoé, emportes-tu tes sandales fétiches? J'aurais beaucoup aimé, mais j'ai pas trouvé d'utilité directe à mes sandales. Éventuellement dans les trains, je me dis que les trains de nuit et tout, il peut faire vraiment chaud. Mais c'est se charger un peu inutilement, j'avoue.
Si Panta se mettait à faire des sandales fourrées, pourquoi pas, hein. Colline, ma sœur, est-ce que tu dormiras sous tente le plus possible? Ou bien y aura-t-il des cabines, j'ai écrit cabine, ou bien y aura-t-il des cabanes, par exemple, gardées ou non sur ton chemin? Alors, la première partie, avec Gabriel, on va quand même pas mal bivouaquer, mais il y aura pas mal de cabanes non gardées, des petits trucs. A priori, il y a un poêle, une gazinière, je trouve ça assez étonnant dans ce coin. Il va faire froid, on sera très très content et contente de pouvoir se mettre à l'abri dans une cabane et faire du feu s'il y a du bois à côté. C'est des petites forêts là-bas, hein. C'est des bouleaux rachitiques, on est quand même très très haut en latitude. Mais dans ma partie à moi, il y aura une cabane non gardée vers la fin, en arrivant sur Alta, où il n'y a que 2 places. Donc c'est pas sûr que voilà, qu'il y ait de la place, d'autant que c'est plus proche de la civilisation. Et sinon, il y a des gîtes, des sortes de refuges gardés qui coûtent très cher parce que c'est en Norvège et où, a priori, je n'irai pas. Donc je serai en fait toute ma partie, là, 8-10 jours, je serai surtout en tente. Et si j'ai vraiment très faim ou très froid ou il y a une tempête d'annoncer, bah, j'ai quand même ce recours d'aller voir ces refuges gardés. Et il y a un petit rigolo qui a écrit: peut-on voir des aurores boréales dans tes yeux? Et ce petit rigolo, il sera avec moi, donc il pourra vérifier en direct. Ils annoncent pas un grand beau temps là en ce moment. J'espère qu'on verra des aurores boréales, même si c'est pas pour ça que j'y vais. Mais ce serait tellement magique, donc on verra. Jacques, alors plein de questions. Pourquoi partir du nord de la Finlande pour descendre vers la Norvège? J'avoue que le choix de l'itinéraire, ça a été pas mal, ça a beaucoup changé. J'avais envie d'aller presque le plus au nord possible en fait. En fait, j'avais peur de la pluie et j'avais peur qu'il fasse chaud. Alors là, en regardant la météo, c'est pas un risque, mais enfin pour l'instant. Après, ça peut changer encore, hein. Et du coup, je me suis dit, bah, on va aller vers le nord. Et puis j'avais envie quand même d'arriver vers la mer, donc je me disais qu'Alta, c'était quand même chouette. La Finlande, je savais qu'il y avait des cabanes non gardées gratuites, alors que la Norvège, c'est plus compliqué. Donc je trouvais ça chouette d'avoir les deux possibilités. Et puis, ben, fallait que ça matche avec les bus. Et donc Utchoski, notre point de départ, il y a un bus qui monte, faut pas qu'on le rate, il y en a un par jour. Et on descend parce qu'on arrive à Karasjok, et Karasjok, c'est le départ ou l'arrivée de la traversée du Finnmark, qui est un itinéraire relativement parcouru. Donc je me suis dit que pour ma partie seule, bah, c'était parfait. Suivez-vous un itinéraire déjà emprunté par des marcheurs ou un écrivain ou une écrivaine? Pas à ma connaissance, mais j'ai lu, je vous en parlerai des livres que j'ai lus pour m'inspirer ou juste pour me renseigner. Et il y en a un qui se passe à côté de Karasjok, un livre de Frison Roche, Le Rapt. Et du coup, ça m'a donné trop envie. Mais j'avais déjà prévu l'itinéraire avant de lire ce livre. Y a-t-il des ouvrages sur lesquels vous vous appuyez pour construire ce projet? Et si oui, lesquels? Et bien justement, je vais vous les amener et vous les montrer. Voilà, ce petit livre, c'est pour me méfier des trolls en Norvège. Parce que c'est le pays des trolls. Il y a des trolls de ville, il y a des trolls de la lande. Ah, ça, je l'ai pris à la bibliothèque. Mike Horn, dont j'ai lu quelques-uns de ses bouquins, et lui c'est spécifiquement, il va traverser le pôle Nord, avec un copain à lui, enfin un copain, une connaissance au départ, puis ça devient son frère au cours du livre. Il traverse le pôle Nord, qui est en fait une grande banquise qui bouge, dans la nuit polaire, donc il voit pas le jour en plus. Et il passe du temps à barboter dans l'eau, et il fait moins 40 en dessus. Et Mike Horn, il est chouette parce qu'il donne plein de détails, donc c'est chouette, genre rallonger ses tirettes pour faire attention à ses doigts qui gèlent. Si après nous, normalement, on n'aura pas ces températures-là et ce sera pas aussi engagé, mais voilà, ça donne plein de choses auxquelles réfléchir avant de partir. Heidi Sevestre, c'est une glaciologue et elle est en plus aventurière un peu parce que là, elle vient de passer 2 ou 3 mois avec Mathieu Torder, qui est un autre explorateur, enfin aventurier. Ils viennent de traverser, je sais plus quel endroit, un endroit bien glacial pour faire des recherches scientifiques. Et du coup là, dans Sentinelle du climat, elle nous parle de l'état des glaces sur la planète et vraiment ça fait pas envie, mais elle le fait avec... Je sais pas comment elle fait, mais elle garde de l'espoir. Ça donne trop envie d'être glaciologue. Corinne Sombrin, mon initiation chez les chamans, elle va plutôt chez les chamans en Sibérie, non en Mongolie. Mais ça me fait penser à l'expérience d'Émilie, que vous avez peut-être vue en interview. Et voilà, c'est pour ajouter quelques brins de spiritualité à mon voyage. Parce que quand même, la terre des Samis, je pense que c'est une terre qui résonne
et j'aimerais bien pouvoir me connecter, enfin me relier un peu à ça. 71 et autres faits divers de Nathalie Courtet que j'ai interviewée, c'était ma première interviewée et du coup vous le connaissez peut-être déjà. C'est son récit de voyage, elle a passé 2-3 mois seule à traverser entre autres la Laponie et à aller jusqu'au pôle Nord avec sa poulka justement, très lourde. Et puis elle aussi elle est très méticuleuse, elle est rigoureuse et elle aime bien détailler, donc c'est une mine d'informations. Et aussi son blog, vous tapez Nathalie Courtet, vous tombez sur son blog et il y a ses retours d'expérience, il y a plein de choses très pratiques. Si vous voulez préparer votre propre expédition, c'est une mine d'informations. Évidemment, les numéros de carnet d'aventure, et en particulier celui-là qui est sur le Grand Nord, où là je les avais lus avant de me décider. C'est des gens qui partent en famille, qui partent seuls, faire du ski de rando, faire du ski poulka sur la Kungsleden en Suède. Et ils y vont sans avion. Voilà. The Iceman, suivez le guide, ça c'est Wim Hof et Cohen de Jong. Je l'ai lu il y a plusieurs années, mais c'est pour faire le lien avec les méthodes pour supporter le froid un peu mieux. Et donc voilà, ça aussi ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et ce livre-là, 30 jours dans un igloo au cœur des Pyrénées, hivernation au pays de l'ours, de Patrick Espel. Patrick Espel, il n'est pas vraiment sur les réseaux, mais il adore partir à l'aventure comme ça et en tirer de belles photos et un récit. Et du coup, il m'a envoyé ce livre et c'est vraiment un très chouette récit de voyage immobile parce qu'en fait, il est allé construire un igloo dans une vallée pyrénéenne et puis il y a passé un mois. Et voilà, et on suit, il rencontre aussi la faune, il y a la température qui change, il y a des hauts, des bas, je crois qu'il y a un moment il y a de la pluie, une belle aventure immobile. Voilà, je crois que c'est tout. Cette descente du nord de la Finlande vers le nord de la Norvège sera-t-elle une marche vers la lumière? Vous trouverez-vous dans la nuit polaire? Eh ben non, en ce moment il y a déjà 5 heures de jour et a priori nous quand on y sera, il y aura un jour de 8h30 à 16h, 16h30 le soir et on gagne chaque jour environ 13 minutes. Ça dépend un peu de si on est plutôt vers l'est ou plutôt vers l'ouest. On aura des journées relativement longues, un peu comparables à nos journées les plus courtes de l'hiver. Donc ça va être une régression là, mais, mais voilà, on aura quand même du jour et puis ça va vite en fait. T'imagines gagner 13 minutes par jour de jour, c'est quand même trop bien. Ce parcours marque-t-il le début d'une aventure plus ambitieuse encore? Eh bien ça, on le saura après. Ça dépendra. Je me suis dit déjà l'année prochaine, j'aimerais faire une année cool, une année cocooning, mais bon, ça se trouve, en fait j'ai déjà 3000 projets, enfin rêves autres que j'ai envie de réaliser, du coup on verra. Pas forcément liés au froid, hein, mais bon, je fais un peu les choses comme elles viennent. Et c'est quoi cet oiseau? Oh, un petit serin, je crois. Trop beau. Alors, Sébastien, as-tu un protocole pour défaire la poulka et monter ta tente avec du vent? L'autre fois quand on s'est entraîné avec Gabriel, il y avait du vent, mais on était deux. Donc c'était assez facile. Et sinon, une des techniques en fait pour pas perdre sa tente dans le vent, c'est de toujours accrocher une des guidelines, une des... Comment ça s'appelle en français? Une des cordelettes là qui sont reliées à la tente, de toujours l'accrocher à l'intérieur de la poulka et de l'avoir toujours accroché sur soi. Et pareil pour tous les petits sachets de sardines ou de bâtonnets, les arceaux, tout ça. Et donc de rien laisser traîner comme ça, comme quand on est en plein été dans un camping. Mais c'est un peu comme tout le reste, tu ne laisses pas traîner tes gants, en fait tu ne laisses rien traîner et surtout tu n'as jamais la flemme. Ce qui est quand même pas facile des fois quand tu es fatigué, mais bon. Et pour la poulka, le sac qui entoure mes affaires dans la poulka est relié à la poulka. Donc lui déjà il peut pas s'envoler. Et il y a 2 fermetures, donc je peux ouvrir qu'un petit bout et prendre à chaque fois piocher. Et puis la poulka, je peux aussi la traîner dans le hall d'entrée de la tente. D'ailleurs je crois que c'est ce que Nathalie faisait quand il y avait vraiment beaucoup de vent, c'est qu'elle lestait sa tente en mettant toutes ses affaires à l'intérieur. Lou, quel sera approximativement le poids de la poulka? 27 kilos, je crois, un truc comme ça. Mais il manque toujours des petites choses. Et puis après, il y a des choses que je vais partager avec Gabriel. Mais donc, je pense qu'on aura une poulka de 27 kilos et puis la sienne qui fera un peu moins. Et puis, on pourra interchanger les jours où on sera ensemble. Et après, la mienne, quand je serai toute seule, il y aura un peu moins de nourriture, mais on n'aura rien à partager. Je pense que, ouais, aux alentours de 25-27 kilos. Et je suis assez contente parce que ça fait quand même moins que mon poids. J'avais peur qu'elle fasse mon poids, quoi. Et Nathalie disait quand je porte
quand je porte plus de mon poids de corps, dans la Pulka, c'est vraiment trop rude. Moi, j'ai essayé déjà 25 kilos, je trouve ça énorme dans les montées. Parce que j'ai du matériel léger et puis que je m'encombre vraiment pas de grand chose de superflu, quoi. Ça me fait penser que je pense que je ferai un retour d'expérience matos en vidéo après. Et surtout, je ferai un retour en vrai, enfin un retour. Je vais animer un atelier préparation d'expédition hivernale à Lyon. Je vous mets les dates et le lien pour le festival du voyage engagé. Et ce serait chouette si vous êtes intéressés, je vous y retrouve là-bas. Les places sont limitées. Donc on abordera plein de choses concernant la préparation d'un voyage dans le froid. Bernard, avez-vous un isolant spécial comme tapis de sol? Alors j'ai mon tapis de sol en mousse, ce qui permet là de s'asseoir sur la neige quand on est dans le haut vent. Et Gabriel, il en aura un deuxième, comme ça on pourra mettre nos pieds aussi parce que le froid monte du sol. Et sinon, mon matelas, c'est un Nemo Tensor. Je crois qu'il a une R value énorme de 8. C'est Lyophilis Co qui me l'a envoyé. Et c'est un des plus isolants. Il n'est pas chaud en lui-même, bien sûr, mais il est épais et il est très isolant. En plus, il est très confortable, donc ça, c'est chouette. Et la dernière question, Léa. Quelles températures sont attendues? De quoi as-tu le plus hâte dans cette aventure? Les températures, comme je disais là, on regardait à nouveau la météo, ils annonçaient des moins 30, ça chute à moins 30. Mais là par exemple hier il faisait moins 4, donc c'est assez variable, on peut s'attendre un peu à tout. On verra quand même si on garde la cape de pluie ou si on décide de l'enlever avant de partir parce que ça ferait du poids inutile. Mais bon, la météo vous le savez comme moi, c'est de plus en plus changeant et dans des délais de plus en plus rapides, donc c'est possible que la météo annonce du froid puis le lendemain il pleut, donc je sais pas, on verra. Et puis, c'est quoi la question? Ah oui, de quoi j'ai le plus hâte? J'ai à la fois très très hâte du voyage en train parce que j'adore le train. Je me dis que ça va être magique aussi de prendre le train de nuit, en plus j'ai pris des cabines, enfin vraiment c'est le luxe. Mais en même temps ça va être super stressant parce qu'il va falloir trimballer tous ces bagages, voilà. Et puis je peux pas avoir plus hâte pour le voyage en train que pour l'expédition en elle-même. Ce qui me fait le plus rêver à l'avance, c'est de me retrouver dans ces grandes étendues neigeuses, enneigées, et puis peut-être d'apercevoir un animal, de rencontrer les bouleaux nains qui poussent là-haut, et puis peut-être pourquoi pas de rencontrer des samis, et puis des rennes. Voilà, rencontrer cette terre que je connais pas, et de me retrouver plongée là-bas. Et merci beaucoup pour vos questions. N'hésitez pas à faire un don sur ma cagnotte Ulule si ce n'est déjà fait. Je me dis que, imaginez, on est 17 000 ici, si chacun donne 1 euro, mais c'est génial, après j'ai un budget de ouf pour mon film. Donc voilà, c'est les petites, chaque goutte qui fait la rivière et qui fait la mer à la fin. Donc n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, à la partager autour de vous. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez toujours faire un don sur Tipeee ou Patreon pour regarder mes vidéos sans pub. Merci déjà à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Je vous dis à la prochaine, et la prochaine, ce sera peut-être après mon expédition. Salut!